Doubled out of the blue. Great step You won't be a puppet anymore, is you. that's for sure. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog qui ne reviendra pas sur Le Visiteur du Futur. Je sais que c'est la première question qui va venir. C'est un peu le film qui fait l'actualité cette semaine, et du coup tout le monde va me demander pourquoi est-ce que j'ai pas fait un vlog sur Le Visiteur du Futur. Vous vous souvenez Kaamelott l'année dernière? Même chose. Encore pire, parce que Kaamelott j'étais relativement indifférent, j'ai un peu une dent contre Le Visiteur du Futur. Et ça fait un bon bout de temps que j'ai un problème contre cette série, et j'ai jamais aimé ni la série, ni où est-ce qu'elle a évolué, et je n'ai aucune envie de voir ce film, ça ne m'intéresse pas du tout. Techniquement en plus, je trouve que tu sens le côté cheap, il y a encore l'éclairage à la France 4, enfin bon, voilà, je suis pas intéressé par Le Visiteur du Futur, j'ai pas envie de voir ce film, et voilà, donc je ne fais pas Le Visiteur du Futur cette semaine, et je prierai les fans de faire mieux que les fans de Kaamelott l'année dernière, et d'éviter de me harceler en me demandant de voir leurs films et leurs machins, parce que je sais ce que j'aime et ce que j'aime pas, et au bout d'un moment, ça commence à casser les couilles, ces histoires de « Oh, regardez, c'est un projet ultra intéressant dans le cinéma français, etc. » Oui, peut-être, sauf que si j'aime pas l'histoire, j'aime pas l'histoire. Il y a des moments, je regarde pas tous les blockbusters qui viennent des États-Unis non plus, vous voyez, par exemple. Les Fast and Furious, vous en verrez jamais un fait sur ma chaîne. Donc voilà, c'était le choix de la semaine. Je n'ai pas fait Le Visiteur du Futur, j'ai fait Pinocchio. La nouvelle adaptation, à nouveau signée Disney, qui adaptent leur propre film d'animation Disney, donc c'est à nouveau une de leurs adaptations live-action, comme ils ont fait pour La Belle et la Bête, pour Le Roi Lion, pour Dumbo, etc., etc., etc. Sauf que celle-ci, elle m'intéressait quand même un petit peu, parce que cette adaptation est réalisée par ce bon vieux Robert Zemeckis est le réalisateur de ce film. Je le rappelle, du coup, pour ceux qui seraient peut-être trop jeunes, qui auraient peut-être pas grandi avec ça, Robert Zemeckis, un des premiers films qu'il a sorti dans sa carrière, c'est Retour vers le futur, qui a donné lieu à une des meilleures trilogies de l'histoire du cinéma. Il a fait que des films qui sont iconiques et inscrits dans l'histoire du cinéma. Death Becomes Her, je sais plus comment ça s'appelle en français, La mort vous va si bien, qui était un film génial aussi. Qui a tué la peau de Roger Rabbit, mix entre live action et animation, qui avait réuni d'ailleurs les licences Disney et Warner, donc c'était un truc extraordinaire déjà rien que pour ça dans l'histoire, et en plus le film lui-même techniquement était absolument incroyable, et justement un très beau témoignage du talent des animateurs qui devaient du coup animer à la main et essayer de trouver le volume, la profondeur, la perspective, etc. Au lieu de ces animations modernes avec des trucs en 3D, ceux qu'on met en cel shading. J'ai fait tout un truc là-dessus, je mets un petit lien si vous voulez me voir parler plus de ça, c'est dans mes FAQ. Il a fait également Forrest Gump, et à partir des années 2000, grosso modo, il est parti dans un gros virage animation motion capture avec Beowulf, le Noël de Scrooge, le Polar Express, le Pole Express, c'est Polar Express en version originale, je crois qu'ils l'ont appelé Pole Express en français, qui étaient donc des films d'animation vachement intéressants, qui jouaient beaucoup sur la 3D relief. Et ensuite, il est revenu au live action, et c'est une chute, c'est un gadin, c'est extraordinaire. Chaque film est moins intéressant que le précédent. Il a fait Flight, qui était un film sur un pilote alcoolique et drogué qui arrive miraculeusement à sauver son avion en perdition à cause d'un problème mécanique. Et il y a tout un imbroglio qui s'ensuit parce qu'on a découvert qu'il était drogué pendant l'accident, et du coup ils veulent lui remettre l'accident sur le dos, etc., etc. C'était vraiment pas fascinant. C'était un film que j'avais vraiment pas spécialement aimé. Il avait fait Allier avec Brad Pitt et Marion Cotillard, je crois. Il me semble que c'était ça le casting, qui proposait quelques plans sympathiques, sympatoches, mais qui étaient pas non plus extraordinaires. Et puis l'histoire, c'était une catastrophe. Il avait fait Bienvenue à Marwen, qui était étrange et pas forcément très marquant et prenant, et puis il avait fait Sacrée Sorcière pour Warner, qui l'a redirigé vers la VOD, avec des effets spéciaux pas forcément très bien finis, à cause du Covid notamment. Et du coup, c'est un peu une insulte quand même à Robert Zemeckis, un mec qui a fait autant de choses dans le cinéma, qui se retrouve exilé sur la VOD, c'est assez terrible. Et c'est tout aussi tragique pour ce Pinocchio, parce que visuellement ça va pas avoir l'air ouf quand vous le voyez comme ça. Ça va donner l'impression d'un film VOD. Ça va donner l'impression d'un film qui est pas forcément cadré de façon extraordinaire, etc. Parce qu'en fait, c'est clair que ce film a été étudié pour être projeté en 3D relief. C'est évident, tous les plans jouent sur la profondeur d'une façon qui aurait été extraordinaire si ça avait pu être en relief. Mais comme c'est présenté en 2D et que le plan a vraiment été étudié pour la profondeur, passer en 2D, ça devient un petit peu plus quelconque. Ça devient pas non plus moche, ça devient pas mal composé ou un truc dans ce genre-là, mais ça devient un petit peu plus quelconque. Et c'est un petit peu dommage.
Cela dit, ça lui a permis de s'amuser un petit peu avec son nouveau gimmick sur lequel on va revenir un petit peu, qui est au niveau des plans. Mais surtout, c'est probablement un des meilleurs remakes live-action Disney que j'ai vu. Pour le coup, il est assez appréciable. Je dois admettre que j'ai pas d'énormes souvenirs, pour ne pas dire pas de souvenirs du tout, de l'animé de Disney, parce que j'ai dû le voir 1 ou 2 fois quand j'étais gamin maximum. Encore une fois, j'étais pas fan de Disney non plus quand j'étais gamin. C'est dès que j'étais petit, je me suis senti insulté par Disney. J'ai trouvé on me prenait pour un con et je supportais pas leurs films à eux. Et du coup, c'est vrai que le premier, le Pinocchio d'animation Disney, je l'ai pas vraiment en tête. Mais celui-ci passe plutôt très bien. Il fait que 1h45, il est pas très très long. La plupart des scènes ne restent pas plus que nécessaire et surtout sont pas assez longtemps pour lasser. J'avais notamment peur par rapport au passage de comédie musicale, puisqu'il y avait des chansons évidemment dans ce dessin animé. When You Wish Upon a Star, c'est le thème de Disney, vient de Pinocchio. Je me souvenais même plus d'ailleurs, mais du coup effectivement ça vient de Pinocchio. Ah d'ailleurs c'est marrant, ça fait un parallèle avec DreamWorks et Shrek, parce que DreamWorks utilise la musique de Shrek pour son logo maintenant, et du coup Disney utilise aussi la musique d'un de ses animés pour son logo. C'est assez rigolo les parallèles. Et là du coup même les passages de comédie musicale ne sont pas trop présents. Il y a toujours des passages de comédie musicale, il y a toujours des passages qui sont chantés, mais par exemple ils vont mettre une grosse pause entre 2 parties d'une chanson, où on va vraiment chanter les 2 parties de la chanson à un moment séparé. Du coup, c'est pas comme si d'un seul coup, pendant 3 minutes, t'avais que de la comédie musicale au milieu du film, ce qui aurait été, ce que moi j'ai du mal à apprécier. Mais c'est vrai que le film en lui-même est pas à fond orienté comédie musicale, donc si t'en mets qui dure ultra longtemps, ça fait bizarre d'un coup d'avoir 3 minutes de chanson alors que t'as 15 minutes de vide à côté, quoi. Donc même ça, j'ai trouvé que ça passait plutôt pas mal. Il y a pas mal de blagues qui sont plutôt bien faites, il y a pas mal ils ont un peu retravaillé Jiminy Cricket, qui est joué par Joseph Gordon-Levitt, j'ai pas du tout reconnu sa voix, il fait une super voix de Cricket, et du coup il a plutôt la tchatch, et les dialogues passent assez rapidement, ils traînent pas trop en longueur. C'est vrai que c'est un film qui passe assez bien, qui avance assez tranquillement, et tu sens jamais le temps passer. Je dirais que au tout début, c'est peut-être un tout petit peu plus mou. Tu sens qu'il essaye de mettre en place une ambiance, mais tu sens qu'il y a un truc qui marche pas, et à mon sens, c'est l'absence de 3D relief, parce que t'aurais été beaucoup plus projeté dans cet univers, t'aurais beaucoup plus apprécié de regarder le décor pendant que les choses évoluent, et que l'atmosphère s'installe, du coup, et que tu commences à faire un truc plus tranquille. Et là, pour le coup, comme t'es pas en train d'admirer la profondeur du truc et de voir jusqu'où ça peut aller dans le décor, c'est vrai que je trouve que tu sens un petit peu plus le côté mou de l'introduction. Mais, grosso modo, c'est vrai que ça passe plutôt bien. Alors, je vous ai pas fait la fin de vous résumer l'histoire, hein, je pense que tout le monde connaît l'histoire de Pinocchio, je vais pas faire un résumé. Mais ouais, je pense que cette adaptation de la version Disney, donc, marche plutôt pas mal. Je me souviens de la version italienne que j'ai vue il y a l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans pour les Oscars, qui était relativement chiante tout de même, et qui était pas ouf, qui avait des très très beaux costumes pour le coup, bien plus que ce film-là qui est pas extraordinaire ni en termes de décor, ni en termes de costumes, ni quoi que ce soit. C'est plutôt tranquille, à l'exception de Pleasure Island, sur laquelle je reviendrai. Mais pour le coup, l'expérience est beaucoup plus appréciable que le film italien du coup de l'année dernière. On verra du coup ce que ça vaudra avec le Pinocchio de Guillermo del Toro, mais je trouve que dès les premières images que je vois, j'ai l'impression que je vais avoir un problème avec ce film. Il y a un truc qui me déplaît dans cette adaptation. Donc voilà, je dois dire que, notamment pour le jeune public, faut quand même le préciser, hein, ça reste un film pour enfants, et il y a certains passages qui sont là uniquement pour le côté distraire vos bambins devant un écran, quoi. Mais quand même, le film est plutôt intelligent. Ils ont un petit peu retravaillé la morale. Je suis toujours pas sûr d'être tout à fait d'accord avec. La morale de base de Pinocchio, c'est When You Wish Upon a Star, donc c'est fais un vœu sur une étoile et ton souhait se réalisera. Et du coup, c'était ce côté un petit peu gamin, tête dans les étoiles, que Disney a vendu pendant très longtemps, avant de chercher à devenir un peu plus terre à terre quand même récemment, notamment avec l'évolution de ses archétypes de princesse. Et ils ont changé du coup la morale ici, jusqu'à changer la fin carrément, pour soutenir cette morale. Et cette nouvelle morale, du coup, maintenant, c'est que ce qui est vrai, c'est ce qui est au fond de ton cœur. Et je suis pas tout à fait fan. Dans un sens, je vois pourquoi ils l'ont changé comme ça, parce que du coup, ça évite d'entretenir l'idée que le monde est magique, etc., et que si tu fais les choses correctement, il t'arrivera que des bonnes choses, etc. Donc c'est un peu moins candide comme morale que When You Wish Upon a Star. Ça pousse du coup le personnage à forcément essayer de s'impliquer pour faire le nécessaire pour être une bonne personne, pour être un vrai petit garçon, etc., etc. Et puis je pense qu'il y a aussi, quand il pense, aujourd'hui avec toute l'évolution des théories sur le genre, il y a un certain côté transgenre et transidentité en général dans l'histoire de Pinocchio. C'est un garçon de bois qui veut devenir un vrai petit garçon.
ce qui pourrait se rapprocher d'un garçon né dans un corps de fille et qui voudrait devenir du coup un vrai garçon. Alors j'aurais trouvé que ça aurait pu marcher avec cette métaphore-là, justement, de le transformer en un petit garçon. Ça aurait été sa chirurgie comment il s'appelle ça, transformation, chirurgie de transformation, je sais plus. J'ai pas tous les termes exactement. Mais enfin voilà, je trouve que ça a pu marcher, mais d'un autre côté, du coup, ça encourage l'idée que bah du coup, c'est ton cœur qui dit la vérité, quoi. Si ton corps n'est pas le corps qui correspond, c'est ton cœur qu'il faut écouter. Et donc si ton cœur te dit que tu es une fille dans un corps de garçon, eh ben écoute ton cœur et tu es une fille dans un corps de... Et donc du coup, je comprends cette idée-là. Mais par rapport aux enfants en général, par rapport à la façon d'élever les gens, cette idée, la vérité, c'est ce que fonde ton cœur, c'est également ce qui motive beaucoup de théoriciens du complot et de trucs dans ce genre-là, quoi. C'est la vérité, c'est ce que je crois moi au fond de mon cœur et je m'en fous des faits, je m'en fous des machins. Donc c'est une morale qui a double tranchant. Je vois pourquoi ils l'ont faite, mais c'est une morale qui a double tranchant. De la même façon, ils ont encore fait leur truc habituel et je vais juste le mentionner en passant, mais c'est pas un problème pour ce que ça montre. Ils ont à nouveau fait un truc qui se déroule dans un pays européen du 12e siècle, 17, 18, un truc dans ce genre-là, quoi, où il y a une mixité qui est comparable à celle des États-Unis aujourd'hui. Parce que le casting est très divers, il y a la fée bleue qui, du coup, est noire de peau dans cette version-là. Très franchement, on en a rien à foutre. Ça me pose plus problème quand l'institutrice du village italien reculé du 18e siècle, etc., est une noire. Ma famille est en partie italienne, mes grands-parents maternels et donc ma mère sont italiens, et juste pour vous donner une idée, mon grand-père est né hors mariage dans la famille de sa mère, et juste pour ça, il était le paria dans tout le village. Et vous voulez me dire que 2 siècles plus tôt, on aurait accepté qu'une institutrice soit noire? Comment est-ce qu'elle se serait retrouvée là, même à la base, ou un truc, enfin, c'est quand même assez particulier. Donc encore une fois, je veux bien, c'est un conte, j'avais dit la même chose pour La Belle et la Bête, c'est un conte, donc évidemment, on peut dire que c'est quelque chose qui ressemble à l'Italie, qui ressemble à la France, mais qui est pas exactement ça, donc on peut prendre des libertés artistiques, etc., etc. Oui, on s'en fout, mais je vous avoue que surtout quand t'as été un petit peu concerné par la question du rejet en Italie, pas directement, je vous dis, c'est l'histoire de mon grand-père, mais quand t'as déjà un exemple dans ce genre-là, quand tu vois ce genre de truc ensuite dans un film, tu fais... c'est bien hein, de rêver comme ça, mais non, j'y crois pas une seule seconde. Mais bon, en même temps, on est en train de regarder un truc sur une marionnette de bois qui est vivante et qui va devenir un vrai petit garçon, donc bon, faisons avec. À ce propos d'ailleurs, juste vite fait, j'ai entendu beaucoup de gens faire des remarques sur le « Ouais, maintenant qu'on est en live action, Pinocchio, il me fout les boules, la marionnette, elle est dégueulasse, etc. » Je faisais... Mais où est-ce que vous avez vu une marionnette qui foutait pas les boules? Les marionnettes sont creepy à la base. J'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'on entendait. Vous savez, c'est comme les poupées de porcelaine. C'est tout le monde a peur des poupées de porcelaine avec leurs yeux qui te regardent comme ça. Pourquoi vous pensez qu'on avait créé autant de films d'horreur qui tournent autour d'une poupée hantée ou d'un truc dans ce genre-là? Évidemment que ça fout les boules, c'est dégueulasse, c'est repoussant, mais enfin voilà, c'est parce que c'est une marionnette, quoi. C'est pas une question que ce soit en réel ou pas, quoi. Éventuellement, effectivement, le fait de le dessiner fait que tu te rends moins compte du truc. C'est déjà fantasmagorique à la base que tu regardes. Donc t'es prêt à accepter la marionnette de bois et de la trouver mignonne. Mais effectivement, quand c'est plus réaliste, ça fait une petite différence. Et puis, dans le changement, il y a aussi le fait qu'il ait un peu modernisé certains aspects de l'histoire. Alors évidemment, ça se passe un petit peu par le côté référence à tout va, des trucs qui nous sont contemporains. Genre, il y a une blague qui est assez rigolote par rapport au fait qu'il s'appelle Pinocchio parce qu'il est en bois de pain. Et à un moment, le renard essaie de lui trouver un pseudo pour qu'il arrive sur la scène, qu'il devienne connu, c'est à ça que je vais venir. Et dans les pseudos qu'il trouve, il trouve Chris Pine. Bon, allez, c'est rigolo, ça passe. Mais du coup, ouais, ce qui est intéressant dans l'actualisation, c'est le côté devenir célèbre, ce qui détourne l'attention de Pinocchio au début, c'est il veut aller au cirque pour devenir célèbre, et pour lui, et j'aime bien du coup tout le discours qu'il y a sur le fait que c'est grâce à la célébrité que tu deviens réel, et notamment, ils ont fait en sorte, comme le mec, le renard à la tchatch, et il sort toujours plein de mots pour essayer de convaincre, etc., il finit par sortir à un moment, tu seras un influenceur. Et du coup, j'aime bien cette idée-là, parce que quand t'es gamin et tu regardes Pinocchio, tu vois pas forcément l'idée que le spectacle de marionnettes dénonce l'idée du spectacle en général et de la célébrité superficielle ou de trucs dans ce genre-là. Quand t'es gamin, à mon avis, tu penses au spectacle de Guignol, au truc dans ce genre-là, tu vois pas tout le commentaire sur « Ah oui, il faut que je fasse attention aux étoiles de la célébrité » ou au truc dans ce genre-là, enfin c'est... donc du coup j'aime bien le fait que dans le dialogue au moins ce soit dit très clairement quoi, qu'on lance le mot influenceur, qu'on lance le mot acteur, qu'on lance le mot machin, etc. Et qu'on dise que du coup voilà, faut que tu fasses attention à garder ta conscience,
pour ne pas être attiré par ce monde-là, et si tu y es attiré pour rester sain et prendre les bonnes décisions, quoi. Parce que je pense qu'il dénonce pas le monde du spectacle en général, après tout c'est un film qui vient du monde du spectacle, mais une forme d'exploitation du coup dans le spectacle, ce qui moi pourrait me faire voir une petite pique à Disney, mais on y reviendra un petit peu après vers la fin du vlog sur ça. Donc oui, c'est la grosse différence avec la version d'origine de Disney, c'est que c'est une version live action. Et qu'est-ce que Zemeckis apporte à cette version live action, et qu'est-ce que cette version live action apporte? Zemeckis peut entretenir grâce à ça son nouveau délire depuis Marwen, je crois, parce que c'était le cas de Marwen, c'était le cas de Sacrée Sorcière. Son nouveau délire maintenant, c'est de filmer des choses qui sont au niveau du sol. Et en fait, quasi tous les plans de ce film sont filmés au niveau de Pinocchio, ou au niveau de Jiminy Cricket, ou au niveau, etc., etc. On est toujours très très proche du sol. Et c'est aussi pour ça, à mon avis, que ça aurait rendu beaucoup mieux en 3D, t'aurais eu beaucoup plus l'impression de projection, notamment en étant dans une salle, en levant la tête vers l'écran, naturellement, t'aurais eu la sensation d'être plutôt proche du sol, que c'était toi qui te tiendrais au niveau du sol et qui regarderais la pièce depuis ton fauteuil, quoi. Tous les plans sont pas en contre-plongée, mais juste le fait d'avoir de filmer près du sol comme ça aurait pu t'aider à te projeter en 3D relief dans les plans. Hélas, le film n'est pas projeté en 3D relief, mais en général, il essaye d'avoir des cadres qui essayent d'inclure dans la profondeur de champ des choses qui sont extrêmement éloignées les unes des autres. Il y a énormément de plans qui sont sur l'atelier entier de Geppetto, et sur le bord du cadre, t'as Jiminy Cricket qui est en train de dormir sur le bord d'une commode, et en principe, avec un plan aussi large, et avec Jiminy Cricket aussi proche de la caméra, il devrait être entièrement dans le flou. Et non, ils ont trouvé une lentille spécifique, et c'est des effets spéciaux aussi rajoutés, mais il y a aussi des plans, je crois, qui sont en image réelle, et qui ont ce genre de profondeur de champ. Ils ont trouvé une lentille qui permet d'avoir, ou je sais pas, c'est peut-être une question de largeur du capteur, qui permet d'avoir les choses proches de la caméra extrêmement nettes. Tu vois qu'elles sont un tout petit peu dans le flou, parce que c'est comme, on peut pas faire des miracles non plus, les lois de la physique existent, mais tu vois que, limite, c'est peut-être presque pour que ça ait un rendu moins artificiel, parce que c'est vrai que c'est un rendu très bizarre quand tu regardais Sacrée Sorcière, des fois ça faisait des trucs très particuliers d'avoir du net partout dans l'image. Mais donc du coup, tu vois, il y a un très 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 léger flou sur Jiminy Cricket, mais il a l'air quasi aussi net que tout le reste, quoi. Et donc c'est ça son gros délire. Ce qu'il fait en grande partie, et c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre le délire, avec des caméras virtuelles. Les 3/4 des plans qui sont faits comme ça, c'est des plans avec des caméras virtuelles qui sont au ras du sol, c'est la même chose avec Sacrée Sorcière. Et au bout d'un moment, c'est plus de l'animation, un film d'animation photoréaliste, que quelque chose de tourné différemment, quoi. Je trouve ça con, par exemple, sur l'introduction, c'est Jiminy Cricket qui est en train de descendre du ciel et qui est en train de se promener sur les pavés du petit village de Toscane, puisqu'apparemment ils auraient été tournés en Toscane. À mon avis, c'est les plans d'illustration qui ont été tournés en Toscane. Tout a été fait en studio. Ça sent le studio. Les espaces sont toujours confinés. Les gens sont toujours très rapprochés dans un truc. C'est jamais très éloigné sur une grande plaine. Donc ça sent un peu le studio quand même, plus que la Toscane. Mais tu vois du coup Jiminy Cricket sur ces pavés de ce petit village de Toscane. Et tu vois que les pavés sont faux, quoi. Tu vois que les pavés sont en CGI. Ce que je comprends pas en plus, parce que non seulement c'est Robert Zemeckis, en plus c'est une production Disney, mais c'est un truc qu'on sait super bien faire. Je veux dire, dans le nombre de jeux vidéo, par exemple, où tu regardes le sol, et le sol a l'air photoréaliste, alors que c'est juste une tessellation avec une texture qui permet d'avoir un peu de relief, quoi. Il y avait des plans dans certains des films d'animation Resident Evil, je crois que c'était le deuxième, je sais plus si c'était Damnation ou Degeneration, c'était un des deux films d'animation, celui qui se passait avec des plagas dans un village de l'Est. Et ils avaient des plans sur des statues et sur le sol et les pavés et les machins de genre là, où j'ai vu le truc, j'ai fait c'est photoréaliste, j'arrive pas à savoir si c'est une image de synthèse ou si c'est une photo qui a été prise d'une statue quelque part. Et donc j'arrive pas à comprendre comment tu peux encore rater un truc aussi simple que des pavés dans un village, quoi. Enfin, ça me paraît dingue de pouvoir encore rater ça. En plus, c'est le premier plan du film, c'est l'introduction. Tu sais que la caméra va être tout près du truc, fais en sorte que la texture soit irréprochable, quoi. Mais donc ouais, j'ai du mal à comprendre ce délire étant donné que si tu vas faire ce genre de plan avec une caméra virtuelle, au final, tu relèves pas vraiment le défi. Alors, dans ce film-là, cela dit, il m'a un petit peu mouché, parce qu'il y a un ou deux plans où j'arrive pas à savoir si on démarre sur un plan virtuel et il trouve une zone pour faire une transition avec un plan réel qu'il a tourné, ou si c'est entièrement réel, avec juste Pinocchio rajouté et un ou deux petits détails en plus. Je vous avoue qu'effectivement, il y a un ou deux plans où j'étais incapable de savoir si c'était l'un ou l'autre. Donc il y a quand même quelques petits trucs qui sont plutôt bien réussis à ce niveau-là. Et grosso modo, le film a de très très bons effets spéciaux. Mais c'est vrai qu'il y en a un ou deux où tu doutes un petit peu. Il y a un truc, cela dit, niveau effets spéciaux, c'est la grosse vague
quand ils sont avec le monstre marin. Et le plan a été terminé en speed parce qu'il y a un gros problème sur le rendu de cette vague. C'est bizarre, il y a énormément de détails en bas de la vague, et plus tu vas vers le haut, et plus ça devient juste un dégradé, tout simple, sans aucun détail à l'intérieur, etc. Je pense qu'il y a un problème avec l'écume, qu'ils n'ont pas pu avoir assez de temps pour bien rendre en volume avec les petites particules d'écume qui font de l'ombre les unes avec les autres pour vraiment plus marquer le volume, etc. Là, t'as l'impression que tout est de la même couleur et c'est dégueulasse. C'est un petit peu dégueulasse, je vous avoue. Il y a un plan, cela dit, où la caméra virtuelle est intéressante, il y a un plan où Pinocchio est en train de s'enfuir, et pour nous permettre de bien nous concentrer sur son visage et sur ce qu'il raconte avec Jiminy Cricket pendant qu'il est en train de courir, ce qui devrait être compliqué à cadrer, il fait une caméra entièrement virtuelle, et il la met en mode Snorricam, c'est-à-dire dans les programmes 3D, souvent tu peux avoir des caméras qui sont dédiées à certaines parties de ton modèle 3D, et donc là c'est ce qu'on appellerait une face cam, une caméra qui du coup est faite spécialement pour filmer son visage, et donc le visage reste constamment centré pendant qu'il est en train de courir et que le décor est en train de bouger derrière. Donc c'est en fait une adaptation d'une caméra physique, réelle, un concept qu'on a créé physiquement, utilisé grâce au virtuel pour rendre le plan plus lisible et nous permettre d'être au milieu de l'action, tout en pouvant lire parfaitement le visage du personnage. Donc ça, par exemple, c'est intéressant comme utilisation de la caméra virtuelle pour faire un peu évoluer le langage cinématographique, pourrait-on dire. Encore que c'est pas une méga évolution non plus, hein. Quelque part, ça pourrait se rapprocher un petit peu du plan de Sherlock Holmes, l'attaque du train où ils sont en train de se promener dans la forêt et justement il y a eu de la stabilisation de mouvement sur leur visage, sur leur corps ou un truc dans ce genre-là pour qu'ils soient bien au milieu du cadre. C'est un peu une évolution de cette idée-là. Il essaye pas, cela dit, d'être 100% réaliste parce que il y a quand même encore un côté assez cartoon dans cette version de Pinocchio. Ce qui est plutôt pas mal parce que c'est ce qui manque à tous les autres remakes live action qu'ils ont fait de La Belle et la Bête, au Roi Lion notamment. C'était trop, ils essayaient trop de faire dans le réaliste, mais à un niveau qui était excessif. Hein. Le Roi Lion, les animaux n'avaient aucune expression. Tu regardes un animal dans le milieu sauvage, il a déjà plus d'expression que l'animal réaliste entre guillemets qu'ils ont fait dans le Roi Lion. Il y a un truc qui allait pas avec leur truc. Et là du coup, il a voulu garder quelque chose de plus cartoon. Il y a notamment certains petits jeux par rapport très cartoon par rapport à des maillets par exemple, c'est quelqu'un qui doit taper sur la tête d'un autre et il y a un personnage qui ouvre sa veste et il y a 3 maillets de tailles différentes, il ouvre le truc, il y a un maillet qui est beaucoup trop gros pour avoir pu être camouflé sous le truc, mais comme tu le fais en 3D et que tu fais des trucages, des machins, tu peux cacher un maillet qui fait 3 fois sa taille sous la poche et puis du coup l'utiliser pour faire taper sur les personnages en mode un peu cartoon, limite s'il n'y a pas les oiseaux qui tournent au-dessus d'eux ensuite. Et il l'a gardé notamment pour l'animation de beaucoup de personnages et il y en a beaucoup sur lesquels ça rend bien, notamment je crois que c'est un renard qui essaye de le piéger dans le village et qui l'envoie se faire vendre au cirque. Il est ultra bien animé, il est ultra dynamique, le personnage, le doubleur déjà a vachement de tchatch, donc les dialogues passent super bien et tu sens pas de côté on a enregistré chacun notre cabine séparée et du coup nos répliques se répondent pas du tout, etc. Au contraire, tout s'enchaîne particulièrement bien, enfin ça fait vraiment très dynamique parce que ça peut se permettre aussi d'utiliser la dynamique de l'animation pour animer le personnage beaucoup plus vite si on a besoin à certains moments et faire des trucs qui sont beaucoup moins réalistes mais qui permettent de faire des mouvements un petit peu plus rigolos quoi. Il y a un autre truc aussi dans le côté cartoon, c'est qu'il va gérer les distances comme ça l'intéresse plutôt que comme c'est réaliste. Il y a un moment où il y a le personnage qui kidnappe les gamins pour les emmener sur Pleasure Island. Il fait son Tarzan en se balançant sur une corde ou un truc dans ce genre-là. Et quand il se balance sur la corde, tu vois que le plan passe en 3D, ce qui permet du coup de mieux gérer la vitesse du mouvement et la profondeur de champ, pas la profondeur de champ, mais la focale utilisée par la caméra pour permettre de bien exagérer les distances et de, en même temps, voir correctement le décor passer autour de la caméra pour que tu sentes que t'as pris le personnage, la caméra recule un petit peu et tu passes vraiment au milieu des gamins qui sont dans la charrette, avec le personnage toujours au milieu du cadre avec sa corde, etc. et qui reste bien constant dans le cadre et la caméra peut continuer à le suivre ensuite quand il va atterrir sur les ânes et tout le bordel. Donc il y a une utilisation d'un côté un peu plus cartoonesque dans le rapport à l'environnement et dans certains mouvements et dans certains gags notamment pour permettre du coup d'animer des choses un peu plus fantasques que de la pure réalité quoi. Quelque part c'est un petit peu ça poursuit ce qu'il faisait sur Roger Rabbit qui à un moment se mettait à mélanger les codes du monde réel et les codes des toons, ou même le personnage qui était dans le monde des toons se mettait à se comporter comme un toon en étant aplati, en pouvant prendre des coups, en attendant quelques secondes avant de tomber dans le vide quand il réalise qu'il est dans le vide, etc. Et je pense qu'il y a un petit peu de cette idée-là aussi, il y a un petit peu du côté, on fait du live action, mais on veut aussi ramener les codes de l'animation pour se permettre d'aller un peu plus loin dans ce qu'on peut montrer et dans les trucs un peu délirants, quoi. J'ai l'impression qu'il y a un petit truc comme ça. Donc c'est vrai que du coup, il y a des trucs comme ça qui se passent plutôt bien. Il y a, cela dit, un personnage virtuel, enfin,
un être virtuel sur lequel je trouve que ça a du mal à passer, c'est ce putain de chat. Le Figaro, il m'a fait... Vous avez eu des cauchemars sur le Pinocchio, moi c'est Figaro qui m'a donné des cauchemars. L'animation cartoon sur ce chaton là, déjà j'arrivais pas à comprendre si c'était un chaton ou un chat adulte, parce que j'ai l'impression que sa taille change entre 36 000 trucs, ou en tout cas il a un visage d'adulte, mais il a une taille de chaton, et ses miaulements sont plus du miaulement de chaton. Enfin, il y avait une uncanny valley un peu bizarre sur le chaton qui était assez étrange. Clairement, ils ont voulu essayer de le faire en mode cartoon. Il y a pas mal de trucs où il est animé qui sont un peu cartoon. Mais je sais pas, il y a un truc dans le rendu qui va pas du tout. J'ai notamment un moment où j'ai complètement fixé sur le truc. Il y a un moment où il y a Gepetto qui récupère donc le chat de son truc et il se met à le caresser comme ça dans sa main. Et je vous jure qu'il y a 50% du corps du chat qui est dans le vide. Et tu dis, les chats c'est des gymnastes, ils se tordent dans tous les sens, font des machins genre là, mais réussir à tenir droit comme si t'étais soutenu par deux mains, alors qu'il y en a que t'as que la moitié de ton corps qui est soutenu, et quelque chose qui va pas. J'ai immédiatement remarqué ce truc-là, et j'ai pas pu me détourner les yeux du truc. Il y a un problème avec le chat. Il y a un problème avec le chat dans tout ce film. Mais sinon, je dois dire que tout passe plutôt bien. Ils ont même modifié certains défauts du conte d'origine, parce que ça a beau être un conte, se faire avaler par une baleine, c'est un peu particulier étant donné que les baleines mangent du plancton et ne sont pas carnivores et n'avalent pas des bateaux entiers ou des trucs dans ce genre-là, donc c'est assez particulier. Donc ils ont remplacé la baleine dans cette version par un monstre marin, c'est une sorte de kraken en fait, des tentacules et des machins dans ce genre-là, mais ça ressemble aussi au design du dessin animé d'origine. Donc voilà, ils ont essayé de corriger certaines choses, et c'est vrai que du coup certains points du récit passent un petit peu mieux. Il y a un petit truc intéressant d'ailleurs par rapport à Disney, c'est qu'il y a pas mal de côté auto-référence à Disney. Au tout début notamment, il y a un plan qui est un plan assez classique pour Robert Zemeckis, qui est de filmer tout un mur d'horloges, qui est un truc qui reprend très clairement de Retour vers le futur. Et en fait, toutes les horloges sont donc des horloges à coucou, et chacune est une référence à un film d'animation Disney. C'est chaque petite scénette qui est jouée est une scénette de Disney. Il y a Blanche-Neige, il y a machin, il y a Qui veut sauver la peau de Roger Rabbit d'ailleurs en référence, vu que c'est Zemeckis du coup qui l'a réalisé. Donc il y a une petite référence à Qui veut sauver Roger Rabbit, enfin qui veut la peau de Roger Rabbit. Mais du coup ouais, il y a plein de références à tout un tas d'animés Disney, ce qui est voilà, c'est assez rigolo, c'est sympathique comme petite référence. J'ai eu un petit problème avec cette scène qui a pas vraiment de rapport avec l'hommage à Disney. Mais effectivement, ça rappelle du coup le plan qu'il avait fait dans Retour vers le futur sur les horloges, mais il n'y a pas cette narration en plus. C'est-à-dire que le truc intéressant dans l'ouverture de Retour vers le futur, c'est qu'il y a la caméra qui fait un grand déplacement dans le laboratoire de Doc Brown, et en passant sur les diverses horloges, ça passe aussi sur certains cadres avec des articles qui concernent Doc Brown, ça passe sur la mallette qui contient le plutonium, ça passe sur la canette du chien, donc tu comprends qu'il a un chien directement, c'est directement introduit comme ça avec le plan, avec l'idée. Au lieu de te montrer le chien simplement. Il y a tout un truc narratif visuellement qui est vachement intéressant dans le plan de Retour vers le futur, qui est pas du tout présent là dans Pinocchio. Tu sens que qu'il a un peu plus pensé son film pour les enfants peut-être, et il y a moins ce côté on va raconter tout purement visuellement. Il y a cet aspect-là avec le côté je crois pas que c'était dans l'original ça, mais il a donné en fait un premier vrai petit garçon à Gepetto, mais qui manifestement est mort, du coup, probablement dans un accident ou un truc dans ce genre-là, peut-être avec la mère, peut-être pour ça qu'il est tout seul aussi. Je crois pas que c'était dans l'original, et en fait, à aucun moment il dit clairement qu'il a eu un petit garçon avant, tu le comprends juste en voyant le cadre. Mais c'est le seul élément de la scène qui raconte quelque chose sur le personnage grâce à ça. Le reste, les horloges, c'est plus du sketch en fait. C'est bon, alors après elles vont avoir une certaine importance, effectivement, il tient ses horloges, c'est quelque chose qui est important pour lui, et donc ça va apprendre une leçon à Pinocchio ou à tout un tas de trucs, mais en soi ça raconte rien véritablement de faire ce plan qui traverse toutes les horloges quoi. Bon, on voit Jiminy en train d'escalader les horloges, mais du coup ouais, c'est pas si utile et si intéressant que ça. Donc j'ai un petit souci avec ce truc là. Par contre, il y a quelque chose que je trouve rigolo avec le côté Disney, c'est que il y a quand même un moment qui est quasiment une parodie de Disney lui-même. Je me souviens plus comment est-ce qu'ils avaient traité Pleasure Island dans l'original. Est-ce que c'était juste, est-ce que c'était littéralement une île avec des petites cabanes et puis des hamacs entre les cocotiers, des machins genre là, et puis les gamins ils allaient cons du coup dans le truc, ou est-ce que c'était là aussi un parc d'attractions, parce qu'il y a vraiment un côté parodie de attaque presque même de Disney et de Disneyland du coup leur parc d'attractions, ou Euro Disney pour nous. C'est un parc d'attractions, un lieu de débauche pour les enfants même. Donc bon, alors pas sexuel hein, mais ils cassent tout dans certains décors, ils boivent de la bière.
de la bière virtuelle d'ailleurs, qui se voit, il y a un petit peu beaucoup quand même. Il s'est beaucoup amusé avec la mousse, à leur faire envoyer de la mousse partout, des trucs dans ce genre-là, mais tu vois vraiment que le liquide animé dans le truc, c'est pas du tout de la bière, les bulles sont 10 fois trop grosses, et des trucs dans ce genre-là. Et tu comprends même pas pourquoi est-ce qu'il les fait en animation. Alors je crois qu'en fait, quasi tout ce qu'ils tiennent et qui contient un liquide, le liquide est rajouté en 3D. Parce que pareil, il y a Geppetto qui a le bol du poisson Cléo. Qui, pour ceux qui savent pas, c'est mon chat qui est décédé, dont lui en est ici, qui s'appelait Cléo. Et c'était pas du tout en rapport avec Pinocchio, c'était un diminutif de Cléopâtre dans ce qui me concerne. Et donc le bol de Cléo, en fait, tu vois qu'il fait toujours des grands mouvements avec le bol, mais l'eau ne déborde jamais du truc. Et en fait, c'est là que j'ai compris qu'en fait, aucun récipient qui contient un liquide dans le film ne contient un vrai liquide. Le liquide est toujours rajouté ensuite, probablement pour éviter d'avoir des problèmes de raccord. C'est-à-dire que, évidemment, si le mec se promène avec son truc de poisson, il fout de l'eau partout, du coup le costume devient mouillé, et du coup il faut le sécher avant de refaire une autre prise, et puis des fois ça peut prendre trop de temps, et donc faut le faire vite, donc du coup t'as une auréole qui est déjà mouillée alors qu'il a pas encore pris le bol, etc. Donc en fait, il tourne directement avec le truc vide, et il rajoute de l'eau ensuite. Tu te dis quand même, à un moment, on va juste arrêter de tourner en fait. Enfin, si tout nous fait chier sur un tournage, au bout d'un moment, arrêtons de tourner en fait. Faisons des films d'animation et arrêtons de faire chier les gens et les acteurs et les techniciens et les machins. Enfin, je sais pas. Au bout d'un moment, ça devient insupportable, ce genre de truc. Il y a des trucs que tu comprends, genre le feu par exemple pour la sécurité. Effectivement, il y a tellement de décors dans le cinéma et dans les médias en général. Il y a un décor de série, une série avec Hugh Laurie qui se passe dans l'espace. Tout le décor avait brûlé entre 2 saisons. Enfin, il y a tellement eu de problèmes d'incendie, effectivement, dans les tournages que tu comprends que le feu, ils aient du mal. L'eau, quand même. Bon, il y a des risques électriques, du coup, parce qu'il y a des câbles partout sur un tournage. Mais, oh, quand même, merde, l'eau, quoi. Je me fais chier. Mais donc, oui, Pleasure Island et les bières. C'est toujours partir dans des apartés avec moi. Il y a effectivement, je pense, un côté critique déjà du consumérisme à la Disney et du côté lieu fantasmé pour les enfants, quoi. C'est un lieu où ils passent leur temps à faire des attractions, à bouffer des bons becs. C'est littéralement ils se jettent dans des collines de bons becs et ils bouffent les bonbons pendant qu'ils sont en train de descendre, des trucs dans ce genre-là. Il y a des grandes roues, il y a des machins, enfin il y a tout un tas d'attractions, il y a des grands 8. Et c'est vrai que, du coup, avec le fait qu'à la fin, il se transforme en âne, il y a un côté intéressant, quoi. C'est l'âne, le crétin, qui, à la base, à mon sens, était sans doute plus dénoncé par le côté alcool et bière qu'il doit boire. Si c'était dans le conte, je me souviens plus exactement. Mais du coup, là, il insiste un petit peu pour dire que le côté jackass, du coup, crétin, connard que tu deviens si t'as pas de conscience et si tu te comportes mal, etc. Il est vachement encouragé par Disney lui-même, en fait. C'est assez rigolo, et en même temps, je me demande jusqu'où c'est sincère, parce qu'il y avait exactement la même chose dans Dumbo, où il y avait aussi tout un parc d'attractions avec le personnage qui était joué par Michael Keaton, qui achetait Dumbo et qui le mettait dans son parc et qui l'exploitait, contrairement aux vrais petits carnavals qui, eux, pour le coup, étaient les vrais artistes purs et avec des vraies motivations et qui respectent les animaux et tout le bordel. C'est un petit peu particulier. Voilà, je sais pas du coup jusqu'à quel point c'est sincère comme autocritique. Mais ça me faisait rigoler de voir ce truc-là. Et en même temps, tu te dis, c'est peut-être tout bêtement le truc commercial pour faire la promotion d'Euro Disney, quoi. C'est enfin Disneyland en général, les gamins qui voient le truc, ils se disent oh, un parc d'attractions génial, on va aller à Disney, au moins là-bas on sera pas transformé en âne, si vous le serez. Pour un peu plus d'émotion, on peut parler des acteurs vite fait, qui s'en sortent tous plutôt bien. Tom Hanks, il est très bien en Geppetto, assez sympathique, tu le sens assez meurtri intérieurement, et du coup tu te dis oh il est charmant, il est sympathique, t'as envie de lui faire un petit câlin. Donc c'est vrai que voilà, ça se passe plutôt bien, mais après il fait pas des étincelles non plus. Joseph Gordon-Levitt donc en Jiminy Cricket, j'avais pas du tout reconnu sa voix. Il a un accent, il a une petite voix un peu plus haut perché ou un truc dans ce genre-là. J'ai absolument pas reconnu sa voix. Alors que quand il faisait son personnage, son caméo dans Star Wars 8, tu vois qu'il est juste en train de parler un petit peu comme ça devant la caméra, et tu vois, les mecs, on te reconnaît, quoi. Le gamin qui joue Pinocchio s'appelle Benjamin Evan Ainsworth. Très bien, il s'en sort très bien également pour jouer son personnage, très naturel, fait vrai petit garçon pour le coup dans son dialogue, et il joue très bien. C'est pas le genre de gamin qui a l'air apathique ou qui a l'air de toujours tourner une pub où il est toujours en train de sourire. Il est plutôt bon. Tous les personnages qui jouent tous les acteurs qui jouent les personnages secondaires sont très bien. Il y a juste un truc qui m'a paru bizarre dans le script, et puis je pense qu'on s'arrêtera là. C'est avec les personnages, c'est que il y a un des personnages qui est une jeune fille qui est marionnettiste et qui avant était danseuse ballerine.
Et tu vois que manifestement elle peut plus être ballerine parce que elle a une jambe de bois, enfin elle a une attelle plutôt plutôt qu'une jambe de bois, c'est pas une pirate, c'est pas une corsaire, mais elle a une attelle autour de sa jambe, et tu vois qu'elle doit avoir un problème, je sais pas, au genou, à la cheville ou je sais pas trop quoi, enfin clairement elle peut plus danser quoi. Et donc tu te dis, c'est pour ça qu'elle fait qu'elle est marionnettiste, elle projette du coup la danse qu'elle ne peut plus faire elle-même sur sa marionnette. Mais sauf que non, elle peut encore danser. Il y a un moment où t'as une queue qui rentre dans le truc et la gamine, elle est en train de faire un pointé sur sa béquille ou son attelle plutôt. Et du coup, tu regardes le truc et tu fais, mais alors attends, si elle peut encore danser, pourquoi elle danse pas? Au contraire, ce serait encore plus impressionnant au niveau spectacle de voir une personne qui en principe est infirme et qui peut plus danser et qui est juste parce qu'elle a une ételle ou un truc dans ce genre-là réussit à faire son pointé tranquille et réussit à tourner dans le sens qu'elle veut et tout le bordel. Enfin c'est et à la vitesse qu'elle veut. Enfin je sais pas, j'ai pas compris du coup. Enfin c'est sans doute pour faire un côté un peu charmant et féerique, un truc sympathique pour les gamins. Mais tu fais mais en soi ça n'a pas de sens. Si elle peut danser, pourquoi est-ce qu'elle fait autre chose que danser finalement? C'est débile. Donc ouais, c'est peut-être le seul petit truc qui m'a paru un petit peu con dans le film. Pour le reste, c'était pas désagréable, c'était loin d'être le pire des adaptations, loin d'être la pire des adaptations live-action Disney. Donc, écoutez, si c'est pour vous ou pour vos enfants notamment, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et c'est peut-être un des rares où je dirais que on peut même le montrer à la place de l'anime d'origine. C'est toujours mieux de montrer les deux, tant qu'à faire, mais je pense que ouais, c'est plutôt honnête. C'est à la fois une adaptation qui est assez fidèle à l'original, et en même temps, c'est son propre film, avec certains des codes de Robert Zemeckis inclus dedans, du coup, il a sa propre personnalité en plus de faire un hommage à l'original. Donc, écoutez, oui, ça passe. Pinocchio, ça passe. Voilà. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!